Hello la Floride, hello la Floride. Salut, comment ça va? Comment ça va, Adrien? Bah, écoute, ça va bien, impeccable, je suis en Floride là. Je sais bien, Ouais. je sais bien. Tu sais que c'est un de mes États favoris, pour pas dire mon État favori aux États-Unis. Ouais, quand on aime le golf, c'est sûr que la Floride, c'est incroyable. Et puis surtout les mentalités là-bas pour le golf, les habitudes des Américains, voilà, beaucoup de choses. C'est un ensemble, mais tu vas nous en parler. Moi, j'ai Ouais, vécu 2 ans. J'ai vécu d'accord. 2 ans là-bas, à Miami, et Ouais. c'était 2 ans de bonheur. Voilà. Maintenant, on fait notre pèlerinage là-bas quasiment chaque année. Uhum. On a la chance d'avoir des amis aux États-Unis, notamment un ami en commun que l'on a, qui a la gentillesse de nous inviter chaque année. C'est Stéphane Chauffour à l'Ibis Golf Club. Ok. Bah, on lui donne le bonjour et puis on salue aussi les Meunier Le Bouc qui sont installés là-bas. Absolument. Et puis Ouais. aussi Martin Hall qui est à l'Ibis. Ouais. Ouais, du beau monde, hein. Tout le monde est sur place. Aussi à Jupiter, il y a quand même pas mal de bons joueurs aussi à Jupiter, hein. Ouais. Il y a Thomas Levet aussi qui est installé là-bas dans le coin. Et, non, il y a pas mal de monde, ouais, c'est vrai. Et puis il y a Adrienne Mork, mais plus haut. C'est ça, moi je suis à Orlando, Voilà. un petit peu plus haut. Ouais. Et tu es heureux? Mais écoute, ça va. Ça fait 8 ans qu'on est installé en Floride avec ma femme et ma fille. C'est vrai au niveau golfique et au niveau opportunité, je me régale. Ouais. C'est pas rien d'avoir pris la démarche de partir aux États-Unis et de partir t'installer là-bas. Alors, est-ce que tu peux nous en parler de ton parcours pour arriver jusqu'en Floride? Ouais, avec plaisir, ouais. Alors, je vais commencer assez tôt. J'ai grandi en Franche-Comté d'un papa suédois et d'une maman française. Donc, j'ai Mhm. grandi au golfe de Prunevel. Oui. Le golfe de Prunevel qui était historiquement connu pour avoir un tournoi de haut niveau qui s'appelait le Peugeot Classique. Et en Mhm. fait, moi, d'avoir vécu ça petit, de voir des joueurs de haut niveau et après aller les suivre à l'Open de France, ça m'a donné tout de suite envie de faire professionnel de golf. Donc c'est un peu voilà, là où est partie ma passion. J'ai un papa qui m'a transmis sa passion, qui était scratch à l'époque. Donc je l'ai toujours suivi sur les fairways. Donc voilà, mon amour pour le golf a grandi à Prunevel. Ensuite, j'ai fait Pôle Espoir à Toulouse, où j'ai passé le bac là-bas. Après, je suis parti aux États-Unis faire des études. Donc c'était de ça il y a une vingtaine d'années. Et après avoir fini mes études là-bas, j'ai essayé les cartes américaines que j'ai pas réussi. Donc je suis rentré en Europe où j'ai fait Alps Tour, Challenge Tour, Tour européen en 3 ans. J'ai pas gardé ma carte sur le Tour européen. Je suis redescendu sur l'Alps Tour, remonté sur le Challenge Tour. Je me suis blessé, j'ai perdu, j'avais plus les finances pour continuer et j'ai enseigné pendant 1 an et demi à Prunevel, au golfe de Prunevel. D'accord. Après avoir enseigné, donc c'était une super expérience parce que j'ai adoré changer un peu du haut niveau. Mhm. Pouvoir enseigner et transmettre, c'est autre chose. Et j'ai voulu reprendre le jeu donc avec ma femme, Sandrine, et on avait une petite fille de 2 ans à l'époque. On s'est dit, c'est le moment ou jamais. Si on ne part pas maintenant, on partira jamais. On avait fait tous les deux nos études aux États-Unis ensemble, donc on connaissait un peu les Ah oui. États-Unis. Mhm. On savait les opportunités qu'il y avait, donc on s'est dit, c'est vrai que c'était pas facile. On est parti avec 4 bagages, on a tout lâché et on s'est installé sans trop savoir où on allait. On savait pas si on partait 6 mois et voilà, ça fait Mais 8 ans qu'on est là. quelque part, vous l'avez senti en vous. Exactement, on s'était dit, on voulait y retourner et avec une fille de 2 ans, plus tard, on pensait que ça allait être compliqué. À 2 ans, elle a pu apprendre l'anglais très facilement. Elle est maintenant bilingue sans problème et c'est vrai que c'était une de nos préoccupations par rapport à notre Alors, fille. on précise que tout le monde ne peut pas aller facilement comme ça en claquant des doigts aux États-Unis et que toi, tu bénéficies, grâce à ton statut de joueur de haut niveau, tu as bénéficié en tout cas d'une carte verte, c'est ça? Ouais, en fait, maintenant j'ai une carte verte, mais quand on est venu, j'étais sous un visa de joueur parce D'accord. que j'avais quelques performances en Europe et j'étais membre à l'époque du Hooters Tour. Et donc, l'un dans l'autre, en payant des avocats et en faisant des démarches très compliquées, j'ai Mhm. pu avoir un visa P1 qui était un visa de joueur. Qui, Mhm. par la suite, j'ai changé en visa de coach en travaillant à l'université de Central Florida. Et D'accord. ça m'a ouvert la porte pour la carte verte. Et maintenant, on est sous carte verte qui est bien plus facile que C'est refaire plus, son visa tous les 3 ans.
C'est plus confortable. Sinon, il y a la loterie Exactement. aussi pour la carte verte. Si Oui, il y a la loterie, ouais, c'est vrai. Chaque année. Ça arrive, hein, j'ai rencontré des gens, c'est un procédé qui est incroyable parce qu'il y a des gens qui ont des dossiers béton et qui n'ont pas de. Ouais. Que ça aboutit pas, et des gens qui sont tirés au sort par la loterie. Enfin voilà, Après, la c'est la carte verte, beauté des États-Unis. c'est bien beau de l'avoir, mais il faut aussi l'utiliser. Absolument, ouais. Parce que vivre aux États-Unis un mois ou deux, c'est le paradis. Mais s'y installer de manière définitive, c'est encore une autre affaire. Absolument, ouais. Parce que quand on coupe les liens avec la famille en France, qui est quand même à 10 000 km, c'est vrai. Hein, en tout cas, bravo pour ça, parce que c'est de l'engagement. Hein. Et puis, tu sais, bon, moi, je suis un fan des États-Unis, donc forcément, tu me fais rêver. Hein, mais voilà, écoute, je suis très heureux que mes amis soient heureux. Voilà. C'est gentil. Dis-moi, les vidéos que tu nous as transmises, qui sont juste géniales, est-ce qu'elles ont été faites pendant le confinement? Absolument, ouais. Alors, comment tu vis là-bas aux États-Unis, justement, cette privation de golf extérieur, l'accès au golf? Comment ça se passe? Comment tu fais? Tu as l'air de garder le moral, déjà. Ouais, alors en Floride, les golfs ne sont pas fermés. Par contre, ils sont ouverts qu'aux membres. Et comme moi, c'est spécial, en fait, on habite en Floride, mais je travaille au Texas. Donc en fait, on va dire que je suis membre dans des golfs au Texas et je ne suis pas membre dans des golfs en Floride. Donc on va dire que les 3/4 des golfs en Floride sont fermés pour moi. Je pourrais jouer quelques golfs, mais... donc nous, on s'est imposé depuis 3 semaines, maintenant c'est la 4e semaine, on s'est imposé nous-mêmes en fait un confinement où on essaie de sortir au minimum, ce qui n'est pas le cas du reste de la Floride. Enfin, ça y arrive petit à petit, mais nous, on s'est imposé ça. Il y a Perrine Delacour qui vit avec nous. Donc Perrine, elle va s'entraîner, elle est membre dans un golf à côté, elle part tous les matins à 7h du mat, elle revient à 10h, elle va s'entraîner, elle fait 18 trous. Donc elle est toujours dans le mode golf. Et d'habitude, quand je suis là, moi, je pars jouer avec elle. Mais comme je ne suis pas membre du golf, je ne peux plus y aller. Alors, on précise que tu as été d'abord coach pas loin de la maison, à Florida University. UCF, c'est Université de Central Florida à Orlando. Voilà. Et c'est que depuis peu de temps que tu travailles au Texas, près de Fort Worth, près de Dallas. Exact. Ça fait 3 ans maintenant. 3 ans que je suis coach, associate head coach à l'université de Texas Christian University, qui est effectivement dans la banlieue de Dallas à Fort Worth. Ce qui est bien, c'est que tu peux prendre les deux accents parfaitement. Parfaitement, je ne sais pas, mais... Parce que moi, si je parle américain, tu vas rigoler. Donc, je ne vais rien dire, je vais rester à la française. Dis-moi, c'est beaucoup d'heures d'avion, non? Ouais, c'est énormément d'heures d'avion. En fait, il y a 2 heures d'avion entre Orlando et Combien? 2 heures? Dallas. Ouais, 2 heures d'avion, 2h30 exactement. Donc, en fait, l'année dernière, j'ai fait à peu près 300, j'ai passé 300 heures dans un avion entre rentrer à la maison, partir faire des recrutements parce que je recrute pour l'université, donc je vais suivre beaucoup de tournois juniors, moi avec l'équipe. En fin d'année, en fait, je reçois un petit compte rendu je voyage essentiellement avec American Airlines et j'ai passé 300 heures dans un avion l'année dernière. Alors, il faut peut-être préciser que les tarifs ne sont pas les mêmes dans les compagnies en interne là-bas. Ouais, c'est entre 150 et 250 $. Comme je m'y prends à l'avance, en moyenne, c'est 200 $ aller-retour. Aller-retour, d'accord. Okay. Ouais. Ce qui est quand même pas rien, mais on va dire que c'est peut-être... Bon, après, j'ai l'université qui en prend une bonne partie, parce que quand je pars en tournoi, quand je pars recruter, c'est sous le label de TCU, donc ça, c'est pris en charge par l'université. D'accord. Est-ce que tu regardes beaucoup d'autres sports à la télé, dans les sports bars? Enfin, maintenant, moins dans les sports bars, mais en tout cas, ceux qu'on a l'habitude de voir dans les sports bars, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire basketball, football américain, hockey sur glace et baseball. Est-ce que tu regardes tous ces sports-là? Alors, moi, j'aime beaucoup le basket professionnel et j'aime beaucoup le football américain, mais universitaire. D'accord. Donc, en fait, c'est les deux sports que je suis. Le baseball, j'ai un peu plus de mal parce que je pense que c'est pas dans ma culture et c'est un peu plus long à regarder. Il peut se passer une heure où il se passe rien. Donc, j'ai essayé de m'y intéresser et j'ai pas accroché niveau baseball. Et après, le hockey, j'aime bien, mais c'est plus quand je tombe dessus par hasard ou en fin d'année quand il y a les playoffs. Alors, on va maintenant débarquer dans la planète golf. Maintenant que tu nous as bien décrit ce paysage autour de toi et cet environnement, en tout cas. La différence entre le golf US et le golf en France. Alors,
je précise la question parce qu'on ne va pas commencer à parler des chiffres parce que ça serait ridicule. On Mhm. est 700 000 golfeurs en France, 30 millions aux États-Unis, on ne va pas faire de comparaison stupide. Par contre, au niveau des mentalités, ça m'intéresse. Alors, je pense qu'au niveau des mentalités, ça ressemble un peu. Moi, mon papa est suédois et le golf est très développé en Suède. Et on va dire, on a un peu tout le monde qui joue au golf. Il n'y a pas vraiment de barrière. On peut rencontrer n'importe qui et parler de golf en Suède. Et c'est un peu la mentalité que je retrouve aux États-Unis. Les gens prennent ça comme un sport à part entière. Il n'y a pas vraiment de honte ou de Ouais. quoi que ce soit à jouer au golf. Ça fait partie du sport, comme tu parlais du basket, etc. Les gens suivent le PGA Tour le dimanche. Quand moi j'étais en université il y a 20 ans, le dimanche après-midi, le golf, le dernier tour du PGA Tour, était sur les chaînes publiques. Donc les gens faisaient un barbecue et regardaient le PGA Tour le dimanche après-midi, qu'ils jouent au golf ou pas d'ailleurs. Donc ça, je pense que ça, à l'image du golf, ça a drôlement aidé. Et puis après, il y avait évidemment le facteur Tiger Woods qui a encore embelli la chose. Mais je pense que d'avoir le golf, c'est comme si il y avait le Tour européen qui était le dimanche après-midi sur France 2 ou France 3. Je pense que ça pourrait aider un peu la cause du golf, surtout s'il y avait des Français dans le mix, comme c'est le cas depuis quelques années maintenant. Oui, ça fait quand même une grande différence. Mais après, au niveau, moi, ce que je ressentais beaucoup là-bas, et ce que je ressens quand j'y suis, c'est beaucoup d'enthousiasme. Quand on va dans les golfs, il y a une joie qui déborde. Les gens adorent ça, c'est vrai. Ouais. Mais quand on arrive, ne serait-ce que les Valley Park viennent prendre nos sacs, on est accueillis par voilà, le starter, on va au desk, tout le monde, bonne partie, amusez-vous bien. Voilà, les pro shops, on a envie d'acheter, même si on est déjà équipé, on a envie de tout acheter. On arrive au practice, on nous amène les balles, on nous met de l'eau, on nous met des tees, des baguettes, passer tous une super journée. On va jouer, le starter nous redit allez, super, éclatez-vous. Enfin, c'est un Il peu passe sur le parcours pour voir si tout va bien. Ouais, c'est pas un cas isolé. Là-bas, c'est un peu 99 fois sur 100. Donc, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est pas que au golf non plus. Hein. Tu vas dans un restaurant, ça se passe comme ça. Tu vas dans n'importe quelle boutique, ça se passe comme ça. Je sais que les Américains sont pas trop à la mode, mais il faut dire ce qui est, les Américains sont quand même super sympas. Et il y a une joie de vivre qu'on retrouve dans la plupart des États. Et j'ai pu le voir à travers mes voyages. Les Américains sont vraiment super sympas et ça s'applique au golf aussi. Très bien. Tu es maintenant coach d'une équipe. Quelles sont tes priorités dans l'entraînement d'une équipe? Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a une philosophie, Adrien Morck? Alors, je ne sais pas s'il y a une philosophie Adrien Morck, mais moi j'ai fait un petit peu de haut niveau et j'ai eu la chance de coacher des très très bons joueurs, être au contact de très bons joueurs. Donc j'essaie de transmettre ce que moi j'ai pu voir, ce qui a pu marcher pour moi et les erreurs que moi j'ai pu faire. Donc on va dire que c'est ma philosophie. Et ma philosophie, quand je commence l'année avec les joueurs en université, c'est que je travaille sur le contrôle de la distance. Donc en fait, je m'appuie sur le TrackMan et je fais beaucoup de distance contrôle. Ce que j'ai envie, c'est que les joueurs ils sachent exactement, on va dire, à 2 mètres près où est-ce que la balle elle va. Donc ça s'applique sur tous les clubs du SAC, mais je mets encore plus un point d'honneur au niveau du wedging. Donc en fait, je passe beaucoup de temps avec les joueurs pour leur apprendre un système qui est propre à chacun. Je commence avec ce qu'on appelle l'horloge, le clock system. Et si c'est quelque chose qui ne semble pas, on passe à autre chose. Mais ce que j'ai envie, c'est que chaque joueur, ils ont entre 3 et 4 wedges généralement, et qu'ils aient au moins 3 distances par wedge pour avoir une grille de wedging sur laquelle on peut faire du travail et essayer de progresser là-dessus. Souvent, je m'aperçois quand les juniors arrivent en université, c'est de l'à peu près. C'est en gros, je fais 100 mètres ou je fais 90 mètres et après, ça bidouille un peu pour en faire 80. Et moi, de mon expérience, comme j'ai jamais été un joueur très long, il a fallu que je développe un wedging très, très performant. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aux joueurs avec lesquels je travaille. Et dans les universités dans lesquelles j'ai pu travailler, notamment à UCF, on a eu une place de 15e à la NCA, ce qui est plutôt un très bon résultat pour une université comme celle-là. Nos points forts, ça a vraiment été, et toute l'année, pendant 2 ans, j'avais travaillé sur le wedging. Et en fin d'année, c'est vraiment ce qui avait payé. Si on était vraiment performant, ça nous permettait de ne pas être aussi agressif que les autres sur les par 5. Quand on loupait une mise en jeu, au lieu de se rapprocher au maximum du green,
et mettre des bunkers en jeu, on se remettait chacun se remettait à sa distance, 78, 80, 90. Ça enlevait un peu de pression et sur des greens qui sont souvent fermes, un plein coup de wedge, c'est beaucoup plus décisif qu'un coup de 30 mètres dans le rough. Combien de temps il faut pour étalonner son wedging? Alors, je vais te donner ma conception. Tu peux me corriger si tu estimes que je fais une erreur. Pour que ça soit clair et facile, moi, je mets le wedging entre 30 et 110 mètres. Voilà. En gros, parce que je considère qu'en dessous de 30 mètres, on n'est pas dans le wedging. On est dans les approches, tu vois. Mais peut-être que je me trompe, mais je fais ça parce que j'essaie. C'est rigolo, mais c'est exactement les distances que je mets avec des cônes, et les cônes, je les place entre 30 et 110. D'accord, bon, bah écoute, ça me rassure, voilà. Et voilà, parce que dès qu'on commence à dépasser 35 mètres, 30-35 mètres, ça y est, on commence à rentrer dans les amplitudes, voilà. Et on ne peut pas dire que tout ce qui est au niveau de la ceinture et en dessous, pour le repère 8-4, on ne peut pas dire qu'on fasse du wedging, on fait des approches. Voilà. Donc, combien de temps est-ce qu'il faut pour une équipe? Je crois que tu entraînes 10 joueurs, c'est ça? Oui, on a une dizaine de joueurs. Ouais. Combien de temps tu dis, voilà, on va commencer à paramétrer toutes les distances, tous les coups, toutes les trajectoires, jusqu'à 110 mètres. On met tout d'aplomb. Ouais. Combien de temps il te faut pour faire ce travail? Alors, généralement, c'est le premier semestre. On va dire de août à novembre. Je passe du temps à mettre un système en place, en tout cas dans ma tête, parce que je force personne à faire quoi que ce soit. Mais moi, ça me prend entre 3 et 4 mois pour savoir ce qu'ils font, comment ils fonctionnent et ce qu'il y a à améliorer. Donc le premier semestre, en fait, il est dédié à ça. Il est dédié à vas-y, montre-moi comment tu fais. Est-ce que si tu n'essayes pas, c'est un peu mieux. D'accord. Et s'il y en a qui sont vraiment à l'écoute, alors je leur propose le clock system. S'il y en a d'autres qui ont un système déjà en place, j'essaye de les mettre encore plus performants. Il y a 2 ans, je travaillais avec un Italien, Stefano Mazzoli, qui était champion d'Europe. Lui, c'était déjà très fort. Alors j'ai essayé de le pousser un peu plus. Il était, on va dire, à 3-4 mètres près. Quand il est parti l'année dernière, il a fini en mai dernier, il était vraiment au mètre près. C'est-à-dire, je faisais des séances avec lui où je disais 32, 57, 64. Et bam, 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 c'était assez incroyable. Donc en fait, en fonction du niveau de chacun, j'essaie de les pousser pour en arriver là. Ça devient vraiment des archers, quoi. Ouais. Dis-moi, c'est marrant parce qu'avant que je te pose la question, j'aurais pensé que c'était 3 mois. Là, je m'aperçois que c'est quasiment 6 mois de préparation juste sur ce. Non, je pense que tu as raison. 3 mois entre août et novembre, les semestres, c'est beaucoup moins que 6 mois. Donc c'est à peu près 3 mois à raison de 1 à 2 séances par semaine avec eux et eux tous les jours de leur côté. D'accord. Alors, les repères sont peut-être différents parce qu'on a tendance à parler de moins en moins dans le haut niveau, parce que dans le haut niveau, ça bouge de manière internationale, mais on va dire chez les joueurs amateurs de bon niveau, mais qui ne sont pas encore à très haut niveau, on a tendance à se dire que c'est un travail de préparation qu'on va faire, par exemple, déjà au niveau du fond de jeu dans la période hivernale. En début d'année, on va commencer à faire le wedging. Donc, on voit ça toujours pour préparer une saison. Mais là-bas, quels sont les cycles de saison? Parce qu'ils sont peut-être différents de la France. C'est quand la saison là-bas pour tes équipes? Au niveau universitaire, on commence les cours mi-août et les tournois commencent directement début septembre. Donc de début septembre à fin octobre, pendant 2 mois, on a généralement 5 ou 6 tournois. Donc là, on est vraiment dans le jeu. Fin octobre, ça s'arrête et on a novembre, décembre, janvier pour préparer cette phase dont tu dis, où généralement on change de matériel, on fait beaucoup plus de technique. Au niveau physique, on est vraiment dans le lourd, on est moins dans la vitesse. Et quand janvier revient, on est plus dans la vitesse, plus dans le score. Et on va dire de février à juin, les tournois repartent et il faut arriver au top en avril-mai. Il faut être au top et plus rien. On touche à plus rien, quoi. Il y a donc bien une différence au niveau justement des périodes de compétition. Absolument, ouais. C'était bien de le préciser. Bon, alors, la question que tout le monde attend, j'ai fait durer le suspense. Ouais. Monsieur 59, comment t'as fait? Super souvenir en mai 2006. Si ça, c'est pas un bon souvenir, il y en a. D'abord, est-ce que tu as le record du monde?
Alors, j'ai un record du monde, c'est le score le plus bas sur 2 tours. La veille, j'avais fait 63 et les 2 premiers tours, donc ça fait 63, 59, 122. Et je crois que j'ai toujours ce record-là. À l'époque, c'était Tiger Woods qui l'avait. L'Open d'Australie, je crois qu'il a fait 124 et j'ai 122. Après, des 59, il y en a eu d'autres. Je crois qu'il y a eu des 58, notamment par un Japonais, il me semble. Peut-être un alors, Euh, 1,58. ouais, ou peut-être Alors, peut-être d'autres, mais voilà, je il vais n'y te, en a pas beaucoup en dessous de 60. Ouais. ouais. Je vais te laisser justement détailler ce 59, mais Mhm. juste une chose, c'est qu'il faut préciser que tu l'as fait sur un parcours qui habituellement est un parcours en par 72 et là, Ouais, il a été ramené en par 71. ouais. De souvenir, le trou numéro 11 est un par 5 et on l'a joué en par 4. Ouais. Donc c'est Alors, un... je te laisse maintenant nous expliquer Ouais. comment tu as fait. Alors déjà, je reviens sur ma saison. C'était le Challenge Tour 2006 et je venais de l'Alps Tour. On avait passé l'hiver en Amérique du Sud. À l'époque, le Tour de l'As Americas et le Challenge Tour étaient fusionnés en hiver. Et c'était un peu le début de la saison du Challenge Tour. Mhm. Et j'avais fait 4 ou 5 tournois où j'ai pas fait, je crois que j'avais pas fait de cut. Donc j'étais pas dans une très bonne dynamique. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas loin des cuts, mais j'avais pas fait de cut. Quelques semaines avant de jouer au Maroc, je me suis mis à vraiment travailler mon putting. Et ce qui est rigolo, c'est que j'avais trouvé un outil pour travailler ce putting qui était le heavy putter avec énormément de poids, 400 grammes dans le grip, ce qui me donnait, Une lenteur quand même. Une ouais, lenteur. exactement, ouais, parce que je me suis rendu compte que je puttais beaucoup avec les poignets. Et D'accord. donc, du coup, avec ce putter, ça me permettait de faire beaucoup moins d'actions de poignet et d'être beaucoup plus régulier sur les distances. Contrôle de distance sur les longs putts. Et en fait, ce putter, je l'avais pris dans un premier temps uniquement pour faire du travail et je revenais à mon putter après. Mhm. Et en fait, j'ai décidé de mettre ce putter en jeu à un Challenge Tour en Italie la semaine avant au Maroc. Et j'ai fait mon premier cut de la saison. C'était à Monza. Je m'en souviens très bien. Et j'étais vraiment très performant au putting. Donc j'étais dans une bonne dynamique au niveau du putting. Mhm. Et c'est vrai que ça faisait plusieurs mois que je tapais bien. Même en Amérique du Sud, je tapais très bien, mais je ne concrétisais pas sur les greens. Je perdais beaucoup de points. Et à ce niveau-là, c'est là où ça se fait. Tout le monde tape plutôt très bien. Et Mhm. si tu mets pas de putt, bah, tu loupes les cuts au lieu de jouer la gagne, hein, parce que ça joue toujours à pas grand-chose. Tout à Et fait. donc avec ce putter, qui m'a mis en confiance. J'ai beaucoup travaillé sur la roule, sur le contact. Ce que je faisais, c'est que j'avais un drill. Je me mettais entre 1 mètre et 1,50 m du trou. C'était l'exercice de la croix. Je mettais des tees et je tournais autour pendant 1 heure, Ouais. pendant 2 heures. Ouais. Et vraiment, ça me mettait la confiance. J'étais plus du tout dans la technique et Mhm. j'étais dans la visualisation de mettre un maximum de putts. Alors ça, c'est Préconisé par Pels, cet exercice, par Dave Pels. exactement, ouais. Par Pales, par beaucoup Dans, de dans, très grands, dans ouais. Putting Bible, dans Putting Bible, Ex- son ouvrage. Exactement, ouais. Pour ceux qui veulent retrouver, voilà, c'est là que vous allez le trouver. Exactement. Donc ça, c'est le premier facteur. C'était l'histoire de je peux mieux, j'étais en confiance. Le deuxième truc qui est super intéressant, c'est que l'année d'avant, j'avais gagné au Maroc, à Rabat. Et Mhm. là-bas, je ne sais pas si tu connais, mais il y a beaucoup de très très bons cadets. Et j'ai eu la Ah oui. chance de gagner avec un très bon cadet qui s'appelle Mohamed. Et à chaque fois que j'allais jouer au Maroc, en fait, il venait me cadayer. Et donc là, il est venu me cadayer à Agadir, ce qui est un voyage très important pour toi, de Rabat jusqu'à Agadir. Il a pris le bus, c'était incroyable. En tout cas, on s'est retrouvés cette semaine-là. Et c'est un cadet qui lit les putts, mais il a un don incroyable de lire les putts sur des greens qui souvent là-bas ont du grain, en Mhm. plus qu'on n'a pas forcément l'habitude en France. Mhm. Et c'est un deuxième facteur qui fait que j'étais très en confiance sur les greens. Il me disait, D'accord. tu joues là. Je réfléchissais pas 2 fois. J'avais mon putter avec lequel je me sentais bien. Et j'ai mis un maximum de putts cette semaine-là. Donc en fait, je commence le tournoi, je fais 63. Je crois que je finis par 6 birdies de suite. Donc je jouais pas mal. Mais 6 birdies de suite. Donc un 63, pas forcément attendu, mais j'étais content, j'étais en tête. Et le deuxième jour, je jouais l'après-midi. J'arrive pour m'échauffer et il y a les grands leaderboards et je vois que je suis plus en tête. Donc ça me pique un petit peu. Je me dis, je fais 63, je suis Mhm. toujours pas en tête. Les mecs repartent sur le parcours et refont des birdies. Mhm. Donc du coup, j'oublie le stress d'être leader et je repars sur le parcours avec l'envie de refaire plein de birdies. Donc je pars au 10, je fais 6 birdies à l'aller. Donc j'étais vraiment bien.
Et je fais une virgule au trou numéro 10. Et au trou numéro 11, je fais un double bogey. Donc de là, un peu compliqué. En plus, c'était avec un bon coup de fer 6. La balle tombe fond de green. Elle n'accroche pas sur le green. Derrière, ça descend. Je me retrouve dans les buissons. Je suis obligé de prendre un drop. Je fais un très bon chip. Et de là, je loupe un putt de 1 mètre, 1 mètre 50. Donc j'arrive au trou suivant un peu déçu. C'est un par 5 qu'on peut attraper en deux. Mais il faut avoir une ligne un peu plus agressive avec le drive. Donc du coup, un peu piqué, un peu énervé, je change ma stratégie et j'envoie le driver un peu plus à gauche que prévu. Derrière, j'ai un coup de fer, je touche le poteau et je fais un eagle donné. J'ai failli faire 2. Et après, toi qui parle souvent de ça, je me suis retrouvé dans la zone en fait. Sur les 7 derniers trous, sur les 6 derniers trous, je finis à -7. Et je me souviens exactement, seconde par seconde, de comment ça s'est passé. Le temps s'est ralenti. J'ai vraiment visualisé tous les coups. Après, j'arrive sur un par 3 et je me souviens, je tapais plutôt en fade à l'époque. Le drapeau était collé à gauche, donc c'est pas forcément un drapeau qui me convenait. Là, je prends mon temps, je respire bien, je visualise une trajectoire en l'air et je réalise exactement ce coup-là. Et on va dire que jusqu'au dernier trou, je prenais mon temps, je visualisais et c'était exactement le coup qui sortait. Donc, couplé à mon cadet magique, voilà, j'ai pris 7 potes sur les 7 derniers et voilà, je finis à 59. Je m'en rends compte à 2 trous avant la fin, 2-3 trous avant la fin, je me rends compte que je suis bas. Je sors ma carte de score, je fais le calcul, j'étais sur le fairway du 8 et je me rends compte que j'ai 2 birdies pour faire 59. Et j'ai le 8 et le 9 pour finir, il y a à peu près 2 coups de wedge ou 2 coups de fer 9 pour finir, donc c'était largement jouable. On a compris que tu étais parti du 10. J'étais parti du 10, absolument, ouais. Et donc, ces 2 derniers coups? Et donc, ces 2 derniers coups, je les mets pas très loin. Je dois mettre à 3 mètres au 8 et la balle rentre plein milieu. Et au 9, ce qui est rigolo, c'est que c'est un green qui est surélevé et le drapeau était à l'entrée à gauche. Donc, en fait, je voulais putter absolument pour 59. Donc, j'ai margé un petit peu plus à droite pour me dire je vais être près du milieu du green. Si je loupe, au moins, j'aurai un putt pour 59. Et au moment où je tape, je fais un très bon coup qui part au milieu du green. Et au moment où je tape, il y a un petit vent droite-gauche qui ramène ma balle près du drapeau. J'arrive sur le green, je monte et je suis à 1m50, 1m80 pour faire 59. Donc celui-là, je ne pouvais pas le louper. Oui, mais tu dis je ne pouvais pas le louper, mais là, c'est le moment, voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que je venais de mettre 6 potes de suite. J'étais dans un moment de confiance. Et quand je te dis ça, c'est que je le pensais vraiment. Je savais que je n'allais pas le louper. J'ai vraiment pris le temps. J'ai fait ma routine habituelle et je savais au fond de moi que c'était impossible que je le loupe. Au moins maintenant, on sait ce qui s'est passé dans ton esprit. Je pense que ça va nous faire bien réfléchir. Et pour prolonger là-dessus, en fait, il y a aussi une autre chose qui m'a enlevé du stress, c'est que c'était le 2e tour du tournoi. Donc en fait, 59, c'était bien, mais mon objectif premier, c'était de faire un maximum d'avance pour les prochains tours. Donc en fait, j'avais pas tant l'objectif de faire 59, j'avais l'objectif de faire un maximum de birdies pour engranger. Et ce qui m'a donné raison, puisque j'ai gagné le tournoi d'1 point. C'est-à-dire qu'après 2 tours, j'avais 10 points d'avance, mais le lendemain, je fais 74 en faisant -2 sur les 9 derniers. Donc, j'ai vraiment galéré sur les 9 premiers. Et le dernier tour, je fais 69 juste pour gagner d'1 point. Parce que le Challenge Tour, et comme tous les tours, c'est ça, c'est du haut niveau et ça envoie, surtout sur des parcours scorables, il faut être autour des -20. Ok, ça c'est dit. Ouais. Il semble en t'écoutant que, évidemment, le putting était au rendez-vous, bien entendu, ça c'est clair. Il semble aussi que le cadet, Magic Cadet, a été un des facteurs, mais en t'écoutant, il semble aussi que tu étais quand même pas très loin des drapeaux, que c'était plutôt un ensemble. Ouais, je tapais vraiment bien. Alors, comme j'ai dit plus tôt, j'ai jamais été très long. Donc, en fait, une force pour moi, c'était ce contrôle de distance. Donc, je me rends compte maintenant, depuis que je joue moins et que je retourne, j'ai plus de mal à ce niveau-là. Mais quand je jouais, pour moi, c'était évident. Mais je savais exactement mes distances et ça, c'était une vraie force. Ce putter un peu lourd, est-ce qu'il t'a donné des sensations plus d'unité? Absolument, ouais. Et ça m'a fait travailler un peu plus avec les muscles du haut du corps.
une sensation, et je petais souvent avec trop avec les mains. Ouais. Tu étais plus revenu sur. Quand tu en parles, moi je ressens tout de suite que les poignets se stabilisent, que les avant-bras travaillent en unité, et on n'est plus dans des petits mouvements articulaires. C'est intéressant. Est-ce que c'est ce que tu recommanderais vraiment pour un putter lourd à titre d'entraînement? J'ai bien dit d'entraînement. Ouais. Alors je pense que c'est une sensation qui est intéressante et souvent les gens quand ils prennent ce putter, au début ils disent ah mais non je vais taper extrêmement fort dans la balle. En fin de compte c'est l'inverse. Comme le putter est très lourd, on caresse la balle, et sur des greens lents comme sur le tour. Moi j'avais trouvé ça à l'époque comme un des greens rapides, tu veux dire? Des greens rapides. Des greens rapides, oui, pardon. Sur des greens rapides, la balle sortait plus lentement et ça me permettait d'être plus en rythme. Parce qu'au début, quand tu arrives sur des greens très rapides, tu sais pas trop, tu n'oses pas trop. Et en fait, ça m'a donné du confort, en fait, du confort dans la technique. Toi, ton putter actuel est plutôt équilibré, le poids il est plutôt en bas, ou il est un putter plutôt léger? Non, j'ai toujours le poids dans le grip. Alors, moi, je suis plus à 400 grammes, je suis qu'à 100 grammes, mais j'ai toujours un peu de poids sur le grip, qui est assez facile à faire. Qu'est-ce que tu penses des putters qui ont ces gros grips? Écoute, le putting, c'est un peu un art, et les sensations sont différentes chez chacun. Personnellement, je suis pas trop fan. Après, si ça permet de sentir que les mains sont un peu moins actives, ou chacun est différent, et j'ai déjà vu un bon grand nombre de tests puisque ça m'intéresse, où des gens disent que ça marche pas du tout et des gens disent que ça marche. Donc l'essentiel au putting, c'est de croire à quelque chose. À partir du moment où si tu penses que le gros grip te fait mieux putter, parce que j'ai toujours, moi je suis pas expert en matériel, on peut pas avoir des spécialités partout, sinon le mot spécialité disparaît. Mais chaque fois que j'ai testé, parce que mes élèves en avaient un, ça m'enlevait la sensation de poids en bas. Et moi, j'aime bien avoir du poids en bas, en fait. C'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent, les gros grips, les gens sont rarement neutres. Les gens aiment ou aiment pas. Et c'est ça, en fait, je te dis, c'est chacun est différent, et c'est important de savoir. Et moi, je me rends compte avec mes joueurs, parce que le matériel, je m'en occupe aussi, et c'est souvent très tranché. Les joueurs savent exactement ce qu'ils aiment, et on ne peut pas les forcer dans une direction ou dans une autre. Et c'est important de tester. Généralement, on s'en rend compte tout de suite si on aime ou si on n'aime pas. Très bien. Bon, ben écoute, là, tu nous as fait voyager là avec toi là. On était vraiment dans ta partie là. Hein. En tout cas, bah écoute, tu vois, même si c'était pas hier, en tout 14 ans, ouais. Ben, tu vois, ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Ah non, c'est incroyable. Et après, j'ai d'autres souvenirs, notamment sur le bus du retour à l'hôtel, où je suis assis à côté d'Alex Noren. Et lui, il faisait des bons partout. Il me disait, c'est incroyable, il faut que le Tour européen te donne une carte. 59, c'est du jamais vu. Ils vont te donner $1 million. Ça partait dans tous les sens. Mais est-ce que on avait encore 2 tours à jouer, tu vois. Est-ce que tu as été contacté par une marque de putter qui t'a dit, écoutez, est-ce que vous pouvez... L'année d'après, j'ai eu un contrat justement avec Heavy Putter, puisque j'ai regagné un autre tournoi cette année-là sur le Challenge Tour. C'était à Madrid, c'était le Challenge d'Espagne, où je fais 62 le dernier tour. Et ce qui est rigolo, c'est que j'avais utilisé un autre modèle de putter. Donc en fait, c'était le même système avec du poids dans le grip, mais c'était plus une lame. Alors qu'au Maroc, c'était plutôt un putter maillé. Et en fait, j'ai gagné avec les deux putters. Donc après, on fait une pub sur Golf Channel en disant les 2 putters fonctionnent. Donc du coup, j'ai joué la saison d'après avec le sac Heavy Putter sur le Tour européen, et un contrat putter l'année d'après. Ouais. J'ai aussi pas mal de 62, moi, mais le problème, c'est que je les ai fait à la console. Moi, je l'ai fait toujours sur 15 trous. Et difficilement. Alors, je n'ai pas reçu le contrat putter. Bon, en tout cas, vraiment bravo. Dis-moi, est-ce qu'on va revenir maintenant aux US? Il y a beaucoup de mini-tours. Il y a beaucoup de mini-tours aux États-Unis. Ce qui fait le bonheur, évidemment, des locaux, parce qu'on peut être un très bon pro et jouer sur des mini-tours et très bien gagner sa vie chaque mois. Alors qu'on n'est pas du tout... j'ai des histoires rigolotes à ce sujet. Et en fait, tu as raison, parce que c'est une de mes décisions. Quand j'ai voulu reprendre le jeu après avoir fait de l'enseignement, la Floride
C'était l'endroit qui me permettait en fait de repartir sans carte, sans rien Ah et oui. repartir faire des mini-tours parce qu'il y en a absolument partout. On peut jouer tous les week-ends, tous les jours. En fait, à Orlando, il y a un tournoi, il y a un circuit qui s'appelle le Moonlight Tour. C'est des tournois sur 1 ou 2 tours et ils se jouent tous les jours de l'année. Alors moi, à mon époque, il y avait le Golden Bear Tour, le South Absolument. Florida Tour, Ouais. il y avait le Tommy Armour Tour. Ouais, qui était où on pouvait vraiment gagner sa vie parce que moi je me souviens du Tommy Armour, les vainqueurs gagnaient entre 20 et 40 000 dollars par tournoi en dormant à la maison. Eh oui. Donc c'était ouais, non c'était bon après c'est un système de pay and play. Donc le problème de ces tours-là, c'est qu'il fallait mettre entre 1000 et 2000 dollars par tournoi, c'est ce qui faisait la dotation en fait. Hein. Il n'y avait pas de Alors, sponsor, moi, c'est les joueurs qui j'ai connu le South Florida Tour ouais, à 200 dollars par jour en tant que pro, à ouais, 175 dollars à 75 dollars par jour pour amateurs. OK. C'est-à-dire que c'est les amateurs pouvaient jouer avec des professionnels. Mhm. Et le Golden Bear Tour était à 400 dollars par jour. D'accord. Et c'était des tournois sur 2 jours ou 3 jours. Voilà, Golden Bear Tour étant le mini-tour de Jack Nicklaus à l'époque. Ouais. Et là, ce que tu me dis, ce sont des tarifs qui sont beaucoup plus élevés. Alors maintenant, ça a baissé avec la crise économique. Le Moonlight, en fait, c'est le même principe que ce que tu me dis sur le South Florida Tour. C'est entre 100 et 200 dollars pour s'inscrire. Les amateurs, c'est moins cher. Et tout le monde peut s'inscrire et participer. Et après la dotation, je crois qu'il y a 80% de la dotation des inscriptions qui sont reversées dans la dotation. Donc quand tu joues, tu ne sais pas combien en fait il y a à gagner. Tu le sais qu'à la fin en fonction du nombre de participants. Mais je me souviens très bien du Golden Beer Tour. C'était un système en fait où il y avait 20 tournois et il fallait payer 17 500 dollars à l'année. Et en fait, tu t'investissais sur les 20 tournois. Et généralement, il y avait entre 200 et 250 000 dollars par tournoi. Et c'était D'accord. des 4 tours, mais c'était dans un rayon de 1 heure de voiture Oui, c'est ça. de West C'est Palm ça. Beach. Ouais, c'est ça. En tout cas, bon, alors, toi, est-ce que maintenant, tu as pour objectif, je sais que tu es très pris, évidemment, entre, voilà, déjà tes déplacements, entre le coaching pour l'université, entre, évidemment, un peu de vie privée aussi. Est-ce que de temps en temps, tu dis, tiens, je vais me faire un petit tournoi tranquille ou pas Alors, spécialement? j'en fais toujours. Mhm. J'essaie de faire des moonlights de temps en temps, mais la réalité, c'est que mon niveau de jeu est vraiment pas bon. Je me fais plaisir généralement sur 14-15 trous, et après, j'ai du mal à finir, ou alors j'ai un mauvais trou. Mais voilà, je prends ça plus pour le plaisir. Ouais. Et c'est vrai que ça me démange, par contre. J'aimerais être compétitif. Mais comme tu le sais, il faut du temps pour se préparer, et pour l'instant, j'ai pas trop de Mais temps pour moi. ce qui est fou, c'est quand même quand tu parles, quelqu'un comme toi parle de dégradation. Parce que Ouais. on se dit quelqu'un qui est capable de faire des scores aussi bas, déjà, c'est qu'il n'a pas de limite dans sa tête, déjà. Mhm. Alors, tu sais C'est que vrai. ça, c'est un problème résolu. Ouais. Enfin, en tout cas, que tu as résolu, qui n'est pas résolu pour tout le monde. Et Ouais. on se dit, mais comment après il peut lutter pour faire 68, quoi, alors que. Qu'est-ce qui se détériore alors dans le jeu? Alors, Entre guillemets, hein, détériore. ouais, le premier truc, c'est la longueur. J'ai perdu, avant, je tapais tous les jours. Maintenant, Mhm. je tape une fois par mois et Mhm. c'est la longueur. C'est-à-dire qu'avant, déjà, j'étais pas très long. Je faisais 255 mètres au drive. À dire D'accord, maintenant, si je fais 240, c'est vraiment un très très bon drive. Donc, d'accord. mais je pense qu'en quelques semaines d'entraînement, ça, je pourrais le reprendre. Mais la réalité, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est le chipping. Et je me rends compte que j'étais un très bon chipper sans Mhm. trop y penser. Ouais. Et donc Mhm. là, j'ai du mal et j'essaye d'y penser. Et évidemment, ça aide pas les choses. D'accord, d'accord. Alors, autour des greens, Ouais. puisqu'on est dans les chips, Mhm. j'en profite pour rebondir que l'herbe est complètement différente de nos herbes en Europe. Ouais. Déjà, même en Europe, on a des variations. Mhm. Mais aux États-Unis, on a beaucoup ce kikuyu autour des greens. Alors, Ouais. des fois, il faut quasiment faire des approches lobées alors que le green est Ouais. à peine 1 mètre devant nous. Tu peux nous en parler de cette. Alors, c'est des herbes avec des racines qui sont très épaisses. Comme il fait très chaud, il faut que l'herbe, elle tienne. Donc, c'est vrai que c'est des systèmes de chipping qui sont différents. Et même sur cette herbe, en fonction de la hauteur de tonte, il y a des manières différentes de chipper. Si l'herbe, elle est tondue très ras, comme tu dis, tu peux faire des lob shots. Si par contre l'herbe est très haute, le sand wedge de 60 degrés, il ne va pas passer. Donc, il faut utiliser moins de bounce. Et il y a des techniques où au lieu de chipper avec son 60, il vaut mieux prendre son 54 ou 56 degrés et essayer de moins toucher le sol
mettant beaucoup de vitesse. Donc c'est vrai que c'est des systèmes et ça prend. Moi, la première fois que j'avais vu ça, c'était sur le Tour européen, mon premier tournoi à Leopard Creek, donc en Afrique du Sud, et l'herbe était épaisse. J'avais jamais vu ça et je me souviens, j'avais vraiment galéré. Dès que je loupais un green, c'était bogey direct. Ouais. Je pense que en tout cas, ma perception du golf US et golf en Europe, c'est que je trouve que les golfs en Europe sont plus difficiles. Ça va te paraître bizarre ce que je vais te dire, mais je trouve que les mises en jeu sont plus complexes en Europe. Je suis d'accord. Et je trouve que l'attaque des greens est plus complexe aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en gros, les parcours sont moins stressants aux États-Unis et une impression de plus scorable, que ça va plus se jouer sur les greens ou autour. Tandis qu'en Europe, j'ai l'impression que c'est plutôt complet. Est-ce que ça existe toujours maintenant ou est-ce que... Je suis assez d'accord avec toi. Les parcours déjà sont plus longs aux États-Unis et un petit peu, on va dire, plutôt plus larges. Et c'est vrai qu'en Europe, on voit plus de dogleg, on voit plus de ce qu'on appelle le tree line dans les arbres. Et j'ai l'impression de ce que je vois de ma petite expérience, c'est qu'il faut être plus créatif, comme tu dis, sur les mises en jeu ou sur les attaques, sur les attaques de green. Aux États-Unis, tu mets une balle haute, très forte, surtout sur les départs, et tu t'en sors généralement très bien, même si tu es un petit peu écarté. Ouais. Tu es moins pénalisé. On a ce sentiment que, en gros, le golf aux États-Unis nous dit allez-y, mettez en jeu et ça va se jouer après. Ben c'est exactement ce que je vois au niveau universitaire depuis que je suis coach. Les très bonnes équipes, c'est souvent les équipes qui ont ceux qui tapent le plus fort. Ah, d'accord. Et c'est un gros facteur. On a pu le voir d'ailleurs à la Ryder Cup au Golf National. Hein. Les bombardiers américains sont arrivés et les fairways étant plus petits, ça a été compliqué. Hein. Phil Mickelson, il ne veut plus en entendre parler du Golf National. Les bombardiers américains, c'est bon, tu nous as mis l'expression. Celle-là, on ne va pas la lâcher. Dis-moi, je sais que quelque chose te tient à cœur, c'est le recrutement des jeunes. Et tu sais aussi, on a beaucoup de jeunes ici. Moi, je fais pas mal de dossiers vidéo profile pour pas mal de jeunes qui partent en université parce que c'est des cartes d'identité que l'on fait par vidéo. Et ça marche très bien. Donc, ils font appel généralement à moi parce qu'ils savent que je vais les filmer correctement pour du golf. Je ne savais pas, du coup, je vais pouvoir t'envoyer du monde. Ouais, j'en fais pas mal. J'en fais pas mal avec Stéphane Damiano, Royal Mouton. Il a une super académie, il sort pas mal de très bons jeunes. Voilà, en fait, c'est moi qui leur fais leur vidéo et montage derrière, voilà, les ralentis. Tout. Alors là, ça me manque, hein. On est confinés. Bon. À mon époque, moi, j'avais envoyé une VHS. Il y a 20 ans, j'avais envoyé sur une vingtaine d'universités. C'est comme ça que j'avais fait, donc je sais exactement de quoi tu parles. Alors, tous ces jeunes-là que je vois ont vraiment... d'abord, ils sont obligés de bien travailler à l'école pour faire partie du golf, de l'équipe du golf, sinon ils ne peuvent pas y aller. Ils sont obligés c'est important l'école. Voilà, d'être au-dessus de la moyenne. Puis quand ils arrivent au golf, ils savent tout faire. Moi, je suis avec eux, c'est des mini-pros. Je leur dis, fais-moi du backspin à 50 mètres parce que je vais filmer dans cet angle-là. Et oui, pas de problème, Michel, pas de problème. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. Et après, ils ont cette volonté de partir aux États-Unis, pour pas dire ce rêve. Mais finalement, après, on n'entend pas parler de tous par la suite, parce qu'ils se disent même eux qu'ils ne savent pas s'ils vont devenir pro, parce qu'ils ont conscience quand même que le niveau de jeu est gigantesque. Donc, il y a ce premier point dont je voulais évoquer avec toi. Et également, toi, tu as aussi un point sur le recrutement des jeunes. Je ne sais pas si les deux questions peuvent se coupler. Bien sûr. Mais... Alors, déjà, pour rebondir sur tes vidéos, c'est hyper important. Moi qui fais du recrutement, je reçois entre 5 et 10 emails tous les jours de personnes qui veulent rentrer à TCU. Donc, c'est vrai que la manière de se présenter, et si je reçois une vidéo où il y a le swing et le jeune qui parle, c'est plutôt un point très favorable. Pas tout le monde le fait, donc c'est une super idée. La deuxième chose qui est importante, c'est de donner des résultats en termes de score, calculer sa moyenne de score sur les 6 derniers mois, 8 derniers mois, ce qui vous est favorable, on va dire, parce que les coachs, ils regardent beaucoup la moyenne de score. L'handicap, ça ne donne pas grand-chose. Donc, la moyenne de score, et donner des résultats. Voilà, j'ai fini 3e de ce tournoi en faisant 71, 70, 72. Voilà, ça, c'est important de l'inclure dans les vidéos. Et d'entendre le jeune parler, ça rassure aussi les coachs américains, parce que quand ils entendent parler de français et d'européens, ils disent « Ah oui, mais ils ne parlent pas bien anglais. » Historiquement, on ne parle pas très bien anglais. Donc, de faire parler le jeune, et le coach va pouvoir voir que le jeune se débrouille pas si mal, et c'est un vrai point positif.
Maintenant, donc ça, c'est quelque chose que voilà, tu valides. Bien C'est-à-dire, sûr, ouais. parce que Très en fait, important. quand ces jeunes viennent aux États-Unis, c'est pour se faire les dents, c'est pour Ouais. prendre en expérience dans la compétition. Absolument. Et un autre message que je voulais passer, c'est que entre toutes les universités, les divisions et les options, il y a plus de 1000 universités avec une équipe de golf pour les garçons et à peu près, je dirais, 750-800 pour les filles. Donc en fait, il y a de la place pour tout le monde. Il y a des très très bons qui ont des moyennes de score sous le par, qui vont plutôt taper dans les très grosses universités en première division. Et il y a des joueurs qui font 76-77 de moyenne de score, qui vont plutôt se diriger vers ce qu'on appelle des junior college, des universités de 2 ans qui préparent à l'entrée ensuite, et qui sont tout aussi compétitifs, où ils vont prendre, on va dire, ils vont voir autre chose, ils vont voir la culture, ils vont apprendre à s'entraîner correctement. Et donc, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Et le but, c'est pas que tout le monde finisse à Stanford. Il faut vraiment savoir sa valeur. Et c'est ça qui est important quand on va aux États-Unis. C'est arriver à se juger et à trouver, on va dire, une douzaine d'universités qui potentiellement te conviennent et d'essayer vraiment de rentrer en contact avec ces coachs-là. Dans ces équipes, quand tu les entraînes, tu leur dis, voilà les amis, il va falloir faire ça aujourd'hui parce que, pardon, ce sont des coups spécifiques, le vent, les coups punchés, tout ça. Est-ce que certains joueurs ont des coups à eux fétiches? Absolument. Est-ce qu'il y a plein de compartiments de jeu, plein de coups mondialement connus, mais est-ce qu'ils ont leur stinger, est-ce qu'ils ont vraiment des préférences où si le gars te dit voilà moi ce coup-là je le fais comme ça, regarde, et toi tu dis ça j'ai jamais vu quelqu'un le faire comme ça, est-ce qu'ils ont en plus d'avoir des clubs fétiches, des coups fétiches? Alors absolument, ils ont des coups fétiches et c'est là en fait toute la délicatesse quand tu coaches une dizaine de joueurs. Quand on part en tournoi, on part à 5, on fait une reconnaissance de tournoi et il n'y a pas de trou où on dit là c'est bois 3, là c'est driver. Non, c'est chacun le sent et il y a plutôt des zones. Et je sais que j'ai des joueurs dans mon équipe qui préfèrent taper ce qu'on appelle un baby drive. Ils vont faire un petit drive. Et il y a des autres ils préfèrent taper coup de fer 2 à fond en balle qui roule. Et donc ça, tu peux pas l'imposer. Chacun est différent. Ce qui est important, surtout dans une équipe de 10 joueurs, quand j'ai les jeunes sur 4 ans, c'est de les emmener à être autosuffisants. Moi, c'est ce que j'ai envie quand ils sortent de l'université. Ils sont prêts à jouer des tournois pro. Et en tournoi pro, tu es tout seul. Tu voyages toutes les semaines tout seul. Donc moi, en fait, j'essaie de leur donner, de les faire devenir en fait leur propre entraîneur, leur propre pro, et qu'ils soient vraiment prêts, voilà, seuls. Sachant que, on va dire une grande part d'autonomie, parce qu'on sait que l'autonomie 100% malheureusement n'existe pas, mais on sait que tu veux leur donner quand même c'est ce que j'essaye de leur transmettre. Ce capital confiance et qu'ils se sentent, en plus de la confiance, qu'ils se sentent forts. C'est encore plus, exactement. C'est encore plus important. Donc alors, il y a les coups imposés par le golf, il y a les coups, leurs coups à eux, et puis, chose qu'on parle rarement également, c'est souvent certains parcours nous obligent à apprendre certains coups aussi. Est-ce que tu as aussi Je pense que ça, c'est très lié par contre à l'Europe. Il y a tellement dans tous les sens. Là-bas, c'est un peu plus à plat, un peu plus. Est-ce qu'il y a quand même encore certains parcours où tu te dis quand on arrive ici, les amis, il va falloir que vous appreniez sur. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, la saison, on a un calendrier avec des parcours. On sait que ça va être plutôt comme ça, avec des conditions. Donc là, par exemple, au mois de janvier, on allait jouer à Hawaï fin janvier, où c'est un parcours où il y a souvent beaucoup, beaucoup de vent. Donc on va dire au mois de janvier, en fait, on travaille trajectoire plus basse et d'essayer d'avoir ce contrôle de distance avec des trajectoires plus basses et essayer de vraiment sentir le vent. Donc c'est un travail, voilà, en fonction de chaque tournoi, on va dire, on a des préparations qui sont différentes et en fonction des parcours et des conditions de jeu. Et puis peut-être aussi la variété des sables dans les bunkers aussi, on en parle aussi rarement, mais... Oui, alors c'est pour ça, dans les reconnaissances, on passe souvent du temps sur les premiers trous, en tout cas, où tout le monde passe par les bunkers pour vraiment sentir
Alors après, on a la chance aux États-Unis, c'est vrai que les sables sont plutôt très bons, donc c'est assez facile de s'y faire. Mais généralement, on peut voir tout de suite celui qui a du mal, celui qui n'a pas de mal. Et celui qui a du mal, après la reconnaissance, on va passer un peu plus de temps au practice avec lui pour qu'il trouve une technique qui lui convienne pour sortir des bunkers convenablement. Alors, tu les testes beaucoup, je suppose, parce que le bon entraîneur, et je suis certain que, évidemment, tu brilles dans ton métier, mais c'est celui qui arrive à entraîner les gens dans des conditions le plus proches possible du jour de la compétition. On sait très bien que copier-coller, c'est pas possible, mais on va dire de se rapprocher le plus possible. Ce qu'on fait énormément, et c'est pas que moi, c'est toutes les universités, comme on a 10 joueurs et qu'on part à 5 en tournoi, on fait énormément de qualifs. Donc on recrée la compétition minimum 3 fois par semaine. Donc il y a un jour sur 2. C'est la grande différence, elle est là. Ouais. Exactement, et c'est ce que j'allais dire, c'est ce que permet les universités. C'est déjà la compétition avec tes teammates dans ton équipe. Et ensuite, c'est le niveau de compétition quand on part en tournoi. Mais le premier truc, moi, je l'ai vécu comme ça. J'étais pareil, je suis arrivé dans une université à 10. Et déjà, de pouvoir se qualifier à chaque fois, de finir dans les 5 pour partir en tournoi, c'est déjà un vrai premier objectif. On va dire, tu es poussé tous les jours. Donc, on est beaucoup plus dans le jeu, je pense, qu'en Europe et peut-être en France, où des fois, on fait des parcours. Voilà, nous, quand on fait des parcours, ils nous font un score, on a un ordre, et c'est cet ordre-là qui partira en tournoi. Donc, il n'y a pas de pot de données, tout compte jusqu'au bout. On a même des règles internes où si tu fais tomber ton club de golf, tu marques 2 points de pénalité. Si tu finis un putt à l'envers ou pas correctement, tu reprends 2 points de pénalité. Donc, on est même plus dur qu'à la compétition, où il faut vraiment être concentré et faire attention au moindre écart. Et la compétition devient quasiment même la vérification du bon entraînement. Ouais, Quel conseil mental tu peux leur donner lorsqu'ils sont pour avoir ce jeu sous pression? Est-ce qu'il y a un conseil en particulier que tu leur donnes? Alors le conseil, c'est de vivre au moment présent et même si eux ont l'impression que ça se passe mal, c'est que du bénéfique pour le futur parce que ça va être de l'expérience. Et en fait, le seul truc qui marche, c'est l'expérience. Et je me sers beaucoup de l'expérience. Et des fois, je vois des jeunes en difficulté que je pourrais les cadrer ou que je pourrais les aider et je les laisse, surtout au début quand ils sont freshmen, je les laisse dans le dur en fait pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes. Et je trouve que l'apprentissage, en fait, il se fait beaucoup plus facilement en passant par quelque chose comme ça que si c'était facile, si c'est facile à chaque fois. Très bien. Est-ce qu'en dehors, donc, on sait très bien qu'un coach, c'est lui la référence, en tout cas la personne ressource pour les entraînements, pendant qu'on est sur le golf. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des joueurs qui t'appellent le soir pour te dire je suis un peu anxieux pour demain ou je me sens pas très bien? Est-ce que tes compétences de coach débordent un peu du golf? Absolument, ouais. Coach d'université, en fait, c'est un vrai manager parce que je suis avec eux, je suis avec les joueurs tous les jours. Je vois comment ils sont dans la vie. Il y a l'école qui prend une grosse part donc qui peut mettre du stress aussi sur le sportif. Et donc, ouais, c'est bien plus que coach de golf, on va dire, c'est manager. Et moi, je suis content quand ils m'appellent pour me dire que ça va pas, parce que ça veut dire qu'ils me font confiance, qu'ils sont prêts à partager des choses. Et moi, de toute façon, un vrai bon coach d'université, c'est quelqu'un qui est là dans les bons, dans les mauvais moments, et pour le golf, et pas pour le golf. C'est pour tout, c'est pour la vie. C'est souvent avec mes joueurs, on parle de tout et de rien. Des fois, ils partagent leur vie sentimentale, les problèmes qu'ils ont avec leurs parents. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que le golf. On va dire le golf, c'est 60% du coaching. Ouais. Et évidemment, s'ils sont bien dans leur vie, s'ils sont bien dans le sport, on va dire le mental suit. Donc en fait, en tant que coach, on va dire manager, c'est que tout se passe bien et que quand on arrive en tournoi, il soit libéré. Il n'y a rien de pire qu'un joueur qui part en tournoi et il sait qu'il a une rédaction à rendre le soir à 10h, il ne l'a pas faite, il est en stress sur le parcours. Ça marche jamais. Donc la planification de tout ce qui est cours académique, c'est aussi hyper important. Message reçu. Quelle bonne idée tu pourrais prendre des États-Unis pour dire ça serait quand même bien qu'ils fassent ça en France, pour le golf français en général. Donc maintenant, le coaching, on a refermé le dossier, qui était juste passionnant, énorme.
Ça nous a transportés. Mais maintenant, il reste 2 questions. Donc là, c'est ça là. Qu'est-ce qu'on pourrait, nous, facilement récupérer du golf US pour nous en France? Qu'est-ce que tu verrais, toi? Honnêtement, moi qui ai grandi en France et qui suis un produit, on va dire, des pôles et des équipes de France, j'ai pas beaucoup de conseils à donner à la France. Je trouve qu'ils se donnent les moyens pour un petit pays. On a beaucoup de champions. La seule chose que je pourrais dire, la vraie différence en fait avec les États-Unis, c'est que nous, aux jeunes, on peut proposer un championnat universitaire où on a les meilleurs mondiaux amateurs. Et ça, c'est vrai qu'en France, on peut pas l'importer. Donc, à ce niveau-là, c'est compliqué de rivaliser. Nous, tous les 15 jours, on a 20 mecs du top 50 mondial contre qui on s'affronte et on peut voir exactement où on en est. Donc ça s'invente pas. Après, peut-être au niveau des préparations de parcours. Avoir des tournois avec des drapeaux plus durs, des roughs peut-être un peu plus épais. Et souvent, les tournois universitaires et les tournois juniors, parce que je vais recruter, il y a un circuit junior qui s'appelle l'AJGA, AJGA, c'est l'Association Junior Golf of America. Et en fait, ils jouent énormément de parcours du PGA Tour en préparation PGA Tour avec les drapeaux du PGA Tour. Donc un jeune de 18 ans qui a déjà fait 2 ou 3 saisons sur la GGA plutôt à haut niveau, on va dire, il a joué la moitié des parcours du PGA Tour avec les drapeaux du vendredi, samedi, dimanche. Donc ça, c'est une expérience qui est quand même super enrichissante. Le jeune, il a appris à jouer agressif quand les drapeaux le permettent ou quand son yardage le permet. Et il a appris à jouer milieu de green, en sachant que s'il loupe le green, il aura du mal à faire up and down, à faire chip putt s'il loupe le green. Donc c'est vrai que ça, si tu fais ça pendant 2 ou 3 ans, quand tu as 16 ou 17 ans, ça te met dans des conditions de stratégie et de préparation qui sont plus faciles que si tu fais, on va dire, un Grand Prix lambda avec des greens qui sont plutôt mous, où tu vas pouvoir être très agressif sur tous les coups. Adrien, si demain on te donne une baguette magique ou une lampe avec un petit génie et on te dit, ben voilà, tu vas pouvoir jouer sur le parcours que tu souhaites dans le monde avec la partie de tes rêves. Avec quel joueur est-ce que tu souhaiterais faire cette partie? Et sachant que derrière, il y aura un déjeuner bien sympa. Qui tu choisis et où tu vas? C'est compliqué, mais je pense que je vais prendre le golf de Pruneville, où j'ai grandi, parce que j'ai des mémoires incroyables sur ce parcours. Alors c'est compliqué parce que j'affectionne aussi le golf national, mais je vais prendre le golf de Pruneville et je vais prendre en premier mon papa. Ensuite, je vais certainement prendre Tiger Woods. Et après, quand moi j'ai grandi, une de mes idoles, c'était Nick Faldo. Donc je pense qu'on va se faire un petit foursome et mon papa, on va jouer Tiger Woods, Nick Faldo. Voilà. Ce serait une belle partie. Est-ce que tu as un message à passer à tout le monde en France? C'est pour toi le mot de la fin. Alors tout le monde en France, voilà, restez confinés, soyez hyper prudents. On vit une période qui est très compliquée. Après, moi j'ai de très bons souvenirs et énormément de copains en France puisque j'ai grandi là-bas. Donc je leur dis bonjour à tous et j'espère tous les revoir rapidement. Tu es à la maison ici. Exactement. Tu es chez toi. Voilà, tu es chez toi en France et aux États-Unis. Ouais. Écoute, j'ai pas de mots pour te dire à quel point c'était juste du bonheur d'être avec toi. Bah, écoute, c'est très gentil. Bravo à ce que tu fais. Je regarde tes lives souvent et c'est passionnant. En ce moment, on a du temps et en tant que passionné de golf, je me régale à tous tes lives. Donc bravo pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Ouais. Adrien, prends soin de toi, de la famille et continue, reste comme tu es. C'est gentil. À très bientôt. Ciao. Bye bye.